Bonsoir, bonsoir amis, vous les passionnés ou les simples amateurs de lecture et merci d'être à nouveau avec nous sur le plateau d'Expression Livre. Ce soir, pour inviter Mohamed Garn. Bonsoir Mohamed Garn, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont le titre est Lettre à ce père qui pourrait être vous. C'est paru aux éditions Lattès en France, on en a beaucoup parlé dans les médias. Et puis, on en parlera tout à l'heure, tout au long de l'émission. Je pense qu'il y a des possibilités de réédition en Algérie. En tout cas, c'est en tractation. Mais on peut signaler tout de suite à ceux qui nous regardent que l'ouvrage est disponible au siège, qui est en même temps une librairie, de l'Union des écrivains algériens, au 88 de la rue Didouche Mourad à Alger. Alors, Mohamed Garn, c'est un livre, j'avoue, qui, une fois qu'on arrive à s'en arracher, hein, dernière page, ça y vous arrache les tripes, le cœur, parce que, je pourrais dire, presque pas en le résumant, parce qu'on va voir que c'est très difficilement... On ne peut pas résumer la vie d'un homme qui a passé tant d'horribles épreuves depuis sa plus tendre enfance, on peut dire presque depuis l'âge de 6 mois jusqu'à nos jours. Je me disais, mais c'est pas possible. Il n'aurait pas dit, Mohamed Garn, que c'est sa vie. J'aurais pu penser que c'était un romancier à l'imagination fertile, genre Hugo dans Les Misérables ou Zola ou même Balzac dans La Comédie humaine, qui aurait pu créer un personnage qui aurait pu vous ressembler. Parce que votre vie est sidérante, il n'y a pas d'autre mot. Alors, vous avez tenu à écrire votre vie avec pudeur, et pourtant, c'est pas facile de ce que vous avez écrit. Hein. À vous le digérer et à nous, lectrices et lecteurs, à le digérer parce que, encore une fois, on se dit comment cet homme a-t-il pu survivre à tant d'épreuves? Alors je me demandais, hein, et je voudrais que vous me répondiez à cette question, est-ce que vous avez pu survivre à tant d'épreuves sans que ça en soit conscient, bien qu'à un moment donné dans votre ouvrage, dans votre adolescence, vous commencez déjà à en parler, pour vous dire, un jour je m'exprimerai sur le plan graphique, pour raconter, pour les autres, pour moi-même, mais aussi pour les autres. Est-ce que c'était un peu cela? C'est-à-dire, j'ai écrit ce livre, non pas parce que je voulais être écrivain, parce que je voudrais tout d'abord vous dire que je suis armé d'une 6e année moyenne. Je suis un enfant d'Algérie, un enfant qui n'a jamais ouvert un livre après la 6e. Et j'ai écrit ce livre parce que j'étais comme entre un marteau et une enclume en France, devant l'État français, devant la justice française, et je voulais m'exprimer, faire comme une plaidoirie et raconter ce qui m'est arrivé dans la paix, dans la sérénité, et dire que voilà, j'ai souffert et je voudrais vous dire voilà ce qui s'est passé d'un côté. Mais puisque ça n'a pas marché, puisque la justice française n'a pas réagi tellement sur ce livre, je me suis dit, tiens, j'ai écrit, je voudrais le faire lire aux enfants de mon pays. Pourquoi? Parce que, étant enfant, je me rappelle dans ma jeunesse, on faisait, les festivités du 1er novembre 1954, Oui. les drapeaux, rendre hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Je disais toujours, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce remue-ménage au sujet de la révolution, nous qui ne connaissions pas cette part de vérité? Oui. Et le jour où j'ai rencontré ma mère, c'est là qu'a commencé l'histoire. C'est-à-dire, je commençais à cumuler tout ce qui s'était passé dans mon enfance et comment j'ai rencontré ma mère. À mieux le comprendre. À mieux le comprendre. C'est-à-dire, avant de l'écrire, je voulais déjà comprendre l'histoire de mon pays.
ce pan d'histoire que je ne connaissais pas. Je sais que beaucoup d'écrivains ont écrit sur l'Algérie, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, mais je n'ai jamais voulu essayer d'ouvrir ou de... J'ai voulu à ma façon écrire sur cette guerre, sur la guerre d'Algérie, mais à travers mon histoire et l'histoire de ma mère. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous dédiez, parce que c'est aussi un magnifique livre d'amour que vous dédiez à votre mère. Absolument. Hein, absolument. Donc, c'est avant les dernières pages, c'est cela. Oui. Hein. Et aussi, c'était aussi pour dire à ma mère, parce que vous savez, nous sommes dans un pays musulman et que le viol est quelque chose qui ne, on ne doit pas en parler. Oui. C'est tabou. C'est tabou. C'est en même temps aussi pour dire à ma mère, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas pour ce que j'ai fait. Ça veut dire dévoiler ce qui s'est passé. Parce que pour moi, je suis enfant né d'un viol. Il est question pour moi d'écrire l'histoire. Disons que même si je suis victime, je suis écorché, je suis mal dans ma peau, je lève ce fardeau sur mes épaules. Mais je pense que c'est ma mère qui a souffert. Oui. Alors, c'est pour ça que dans le livre, peut-être presque en dernière page, je dis à ma mère, mais j'ai aussi souillé l'honneur de ma mère. Et je voudrais lui demander pardon. Pardon pour cette honte qui lui est montée au visage et à la mémoire. Je voudrais lui dire aussi qu'elle a gagné, qu'elle est reconnue par son peuple. Alors, justement, à ce propos-là, c'est important. Oui. C'est très important parce que c'est vrai ce que vous venez de dire. Ça a été quelque chose de très tabou dans la narration de la lutte d'indépendance, que malheureusement, il y a eu des viols commis par les séides de l'armée française, soit pour dévaloriser les femmes, soit dans le cadre de tortures terribles, etc. Et on a pour preuve que des grandes femmes de la Révolution, aujourd'hui vivantes, des grandes mujahidées, ont mis beaucoup de temps, mais un jour ont eu le courage de dire ça a existé malheureusement. Et on en a des témoignages aujourd'hui en disant c'est encore pire que ce que vous avez pu penser, qu'on aurait pu le penser, parce que ça s'est passé comme il s'est passé malheureusement en Bosnie, comme dans d'autres pays, dans d'autres guerres coloniales ou dans d'autres guerres injustes. Chez nous, il a fallu à peine ces 10 dernières années pour que des femmes qui ont subi ces sévices, et des grandes, parmi celles qui ont participé à la libération nationale, disent publiquement, oui, est-ce que ça vous a aidé, par exemple, de pouvoir en parler? Je n'y ai pas pensé. Je savais qu'il y avait des viols, il y a eu des viols. Non, mais le fait que, par exemple, des grandes dames de notre lutte de libération nationale aient osé porter la question. Oui, elles l'ont porté d'ailleurs jusqu'à, dans le domaine public, jusqu'à faire des procès à leurs assassins et à leurs violeurs. Écoutez, j'étais en France quand j'étais devant les tribunaux français. J'avais Louisette Hilaris, oui. Qui a été aussi violée et tout. Oui, qui le raconte. Et qui le raconte, et que je me suis présenté à son procès contre le général Schmitt, et qu'elle avait perdu, qu'elle avait gagné en première instance et qu'elle avait perdu en deuxième instance. Je voudrais dire que c'est une femme qui a du courage, qui a du caractère. Et on lui rend hommage. Et on lui rend hommage aussi. Mais si je parle du viol de ma mère et tout, c'est pour que aussi d'autres femmes, même si elles ne parlent pas, je voudrais dire à ces femmes, reposez-vous, soyez... vous n'êtes coupable en rien. Voilà, vous êtes coupable en rien, même si vous ne le dites pas jusqu'à la mort. Je me dis que je vous soulage, vous femmes d'Algérie. Vous, femmes qui avez été torturées, violées pendant la guerre d'Algérie. Vous êtes des femmes honorables pour moi. Eh bien, d'abord, bravo pour que vous rendiez à travers votre parcours cet hommage à ces courageuses femmes algériennes. Écoutez, excusez-moi, parce que moi, je vois que la femme est représentée le 8 mars de toutes les années. Oui. J'ai mon fils qui est né un 8 mars. Bon.
C'est très symbolique. Oui, c'est très symbolique. Mais je pense que la femme, on devrait y penser toute l'année. Oui, absolument. À travers la Tout à fait guerre, d'accord avec vous. à travers leur travail, à travers... voilà, la femme est Oui, quand même... la prise en compte de l'éducation de nos enfants. Absolument, absolument. Alors, on va, si vous voulez bien, un petit peu faire le parcours de votre vie. Hein. Il est tellement, encore une fois, et en même temps fascinant. C'est vrai, parce que quand une histoire est terrible, elle en devient fascinante. Ouais. Hein. Parce qu'on se dit, c'est pas possible. Il aurait dû passer, encore une fois, passer ma il aurait dû passer l'arme à gauche, le gars, tellement il en a vu. Vous êtes né en Algérie, à la TAF, mais tout de suite, dès l'âge vous êtes né dans un camp de regroupement. Hein, un camp de concentration. De concentration. J'aimerais mieux parce que... Vous dites regroupement, enfin c'était la dénomination officielle, administrativement. Oui, mais moi officielle. je dis que concentré, en fait, quand on met beaucoup de personnes, c'est concentré, voilà. Dans un hôpital qui était à l'intérieur de ce camp, je crois, non? Non, le camp était à part. Était à part. Très bien. Et puis, votre mère accouche de vous très jeune, 16 ans. Hein, 16 ans, oui. Et puis, vous restez quoi très peu de temps, très vite, hop, premier ballottage, on vous envoie dans un orphelinat à Alger avec votre mère, mais là, vous n'allez rester qu'à peine 6 mois. Et puis, dès l'âge de 1 an, vous allez être placé chez différentes nourrices. Et alors la première, c'est encore une fois, c'est comme si ça sortait de la sombre imagination je ne sais pas, de Eugène Sue, ou je ne sais pas, parce que vous aviez une nourrice qui vous enfermait dans, même pas un cagibi. Écoutez, moi, ma vie a été faite de placards. Ce n'est pas le seul placard où j'ai vécu. Non, parce qu'après, on vous en a construit si j'englobe tous les placards que j'ai vécu dedans, j'en ai au moins 6 ou 7 qui sont vraiment répertoriés et que je connais très bien. Et je n'aime pas ouvrir les placards, pour vous dire. Et avant d'arriver à cette dame qui me frappait et tout, ma mère a été violée dans ce camp et a été enceinte. Quand elle a eu son ventre qui est sorti, les militaires la frappaient avec des rangers au niveau du ventre pour qu'elle avorte, pour qu'on ne puisse pas trouver trace de... preuve, oui. Voilà, de preuve. Une dame militaire, habillée d'un treillis militaire, est rentrée dans la caserne et a vu Kéra, ma mère. Et quand elle l'a vue, elle a dit aux militaires, laissez-moi l'emmener, comment ça s'appelle, l'hôpital de... C'était l'hôpital de Bonne-Sœur. Ça s'appelle le couvent de Bonne-Sœur de Saint-Vincent-de-Paul. C'est cela. Non, pas de Saint-Vincent-de-Paul, de Saint-Cyprien des Atapes, qui est aujourd'hui Sidi Bouabida. Exact. Voilà. Alors, elle rentre dans cet hôpital, elle me met au monde, et elle tombe dans la crise, dans la douleur, on lui fait des piqûres de 24 heures, elle ne veut pas m'allaiter, elle ne veut rien du tout. Mais, nous restons 6 mois. Ce qui me stupéfait envers cette femme qui est ma mère, c'est que je suis l'enfant non voulu. Oui, l'enfant d'un crime. Pas l'enfant de l'amour. Je suis l'enfant... qu'on rejette. Qu'on rejette. Oui. L'enfant de la violence. Ouais. Voilà. Et comme elle dit, ma mère, elle me dit, non, tu n'es pas l'enfant de la violence, tu es l'enfant de la guerre. Parce que je lui ai dit hier, elle est partie, je lui ai dit, maman, je suis l'enfant de la violence. Il ne faut pas que tu m'en veuilles, donne-moi ton amour, j'ai besoin de ton amour. Ne me rejette pas, ne regarde pas le viol, regarde-moi, moi, en tant qu'homme. Ouais. Alors, quand je suis né, je suis resté stupéfait, c'est que je grandis, et quand je regarde mes papiers, je m'appelle Mohammed. Bon, nous savons qu'il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais par la suite, j'ai su qu'elle m'avait donné le prénom de son frère martyr de la révolution algérienne. Ouais. Quel honneur! Moi, l'enfant de la violence. Ouais, et en plus de ça, elle m'ajoute son nom. Son nom, Garn. Mais c'est beau.
c'est beau ce qu'elle a fait. Avec toute cette comment ça s'appelle, hospitalisation, ces piqûres, tout ça. Et dès qu'elle me voit, on lui dit comment vous voulez qu'on l'appelle? Est-ce qu'on lui met X? Est-ce qu'on Oui, on aurait pu, oui. oui, voilà. Son nom patronymique. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit tu as été dans mon ventre. Et c'est parce qu'elle m'a porté dans son ventre. C'est 9 mois qu'elle m'a porté. Elle m'a dit c'était dans la douleur, dans tout, mais c'était un fruit pour moi. Et ce fruit qui venait de mes entrailles, je voulais lui donner un nom et un prénom. Alors, c'est pour ça que je dis que la femme, vous voyez, la femme dans tous ces... je dis, mais ma mère est illettrée. C'est ça, ma mère est illettrée, elle ne connaît rien du tout, elle ne sait même pas voir la télévision, elle ne sait même pas voir lire. Elle a pris aujourd'hui mon livre avec elle, elle ne sait même pas le lire, elle me dit, je vais le mettre sous mon coussin et je dormirai. Alors bon, elle me dit, je sais que toute notre histoire est ici. Alors je suis heureux qu'elle m'ait donné ce nom et ce prénom, parce que j'aurais pu, vous pourrez m'inviter aujourd'hui, vous aurez dit, Monsieur X a écrit lettre à ce père qui pourrait être vous. Voilà. Alors ce jour-là, quand je suis né, 6 mois après, la dame militaire s'est empressée de nous mettre dans une jeep avec une sœur et ma mère. La sœur me portait, ma mère était malade, attachée, et on nous a, comme si on nous a kidnappés de l'hôpital pour que ma mère ne revienne pas. Ils avaient peur pour ma mère. Et on nous emmène dans une jeep la nuit, et on rentre sur Alger. Mais ça, c'est votre mère qui vous raconte cela Non, c'est dans les archives de mon dossier d'orphelinat. D'accord. Puisque moi, en 1988, je mets sur pied la première association apolitique, c'est-à-dire je ne fais pas de politique, et je deviens vice-président de l'association des pupilles de l'État, ça veut dire des orphelins. Parce que je veux, depuis mon enfance, j'aime aider les gens, j'aime aider ceux qui sont à côté de moi. Ceux qui sont à côté de moi, c'est les orphelins. Et je continue, ma mère et moi partons vers l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, qui est juste à côté, Galiné. Et on rentre dans cet orphelinat, on est accueillis, ma mère va... Parce que vous savez, cet orphelinat, il y a les bébés, il y a les moyens, ceux de 17 ans, ceux de 20 ans, les filles, les garçons, etc. De ce jour-là, je ne revois plus ma mère. Pourquoi ? Parce que dans le carnet médical, on dit que l'enfant Garn Mohamed ne va pas vivre au-delà de 6 mois. J'avais une grosse tête et j'ai compris par la suite pourquoi, parce que c'était les Rangers qui frappaient ma mère à la tête et tout. Il fallait bien que j'ai des séquelles. Bon, là, c'est les premiers coups. On va parler après des coups de la dame qui frappe. Alors, on arrive à l'orphelinat, on est séparés, ma mère va vers les filles de son âge, moi on me laisse je crois 2 ou 3 jours et on dit bon ben, c'est pas un enfant qui va vivre dans un orphelinat parce que l'orphelinat on s'occupe de bébés et d'enfants sains. C'est ça. On va l'envoyer chez une nourrice. Oui, mais alors quelle nourrice? Quelle nourrice? Bon, je constate ça que disons 30 ans après, parce que je regarde mon dossier, je commence à faire des recherches, c'est comme ça que... Pourquoi vous reconstituez votre vie? Je reconstitue, c'est un travail de titan. Voilà. C'est-à-dire que chaque chose que j'écris dans ce livre, chaque chose, j'ai sa preuve, j'ai sa trace, tout est... c'est-à-dire, on me pose n'importe quelle question, à l'envers, à l'endroit... Excusez-moi du terme, Mohamed Garn, mais c'est comme un terrible jeu de pistes à l'envers pour tenter de reconstituer ce que a été votre vie, parce que je présuppose que quand bien même vous auriez pu, parce qu'on va voir qu'il vous est arrivé encore une fois des choses incroyablement terribles, c'est que, bon, c'est ça l'esprit même pour survivre, hein, quand il a des profondes blessures, de 2 choses l'une. Ou ça y est, il tombe dans une sorte d'aliénation, hein, ou il rompt avec la mémoire pour ne plus se souvenir, parce qu'il se dit, bon, c'est une façon de me sauvegarder. Vous décidez un jour de revenir sur cette mémoire en vous disant, je veux reconstituer toute mon histoire de A à Z pour qu'il n'y ait aucun blanc dans mon parcours. Maintenant je saurai qui je suis et je pourrai enfin être Mohamed Garn, tranquille, enfant d'Algérie. Parce que il m'a semblé que c'était ça, votre idée, et c'est aussi une façon
de dire à votre mère, oui, c'est vrai que j'ai été l'enfant du crime et de la violence, mais je suis avant tout l'enfant de la lutte de libération nationale, de la guerre, hein, avec tout ce qu'elle a pu donner comme crime, hein, mais je suis avant tout ton enfant, ton fils, et c'est un petit peu, c'est ça la beauté de la fin, enfin pas de la fin, mais d'un moment de votre ouvrage, c'est votre compensation suprême, c'est-à-dire d'avoir retrouvé votre mère. Absolument. Et on va voir, pas facilement, Bien sûr. et dans quel état, hein, elle-même presque devenant presque folle, hein, quasiment, où on la prenait pour une folle. On l'appelait la Louve. La Louve, voilà, en même temps terrible, et on la prenait presque pour une sorcière, ou presque, elle vivait en dehors complètement du monde, dans une grotte. En autarcie, oui. Dans une grotte, enfin, toutes ces... Mais vous avez eu un parcours, vous auriez pu avoir, à un moment donné, vous avez eu un parcours qui aurait pu bien se passer. Quand Absolument. vous avez eu des parents, Katiba et Walid, qui vous ont pris en charge, mais on dirait que le destin, chaque fois, ne voulait pas que vous soyez heureux. Pourtant, vous aviez des grands-parents aisés, gentils. Vous passiez de temps en temps, vous avez la chance de passer de temps en temps de bonnes vacances chez vos parents paternels ou maternels. Mais manque de bol, y compris là, ça se passe d'une façon... Mais oui, non, mais ça se passe d'une façon encore dantesque. Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé, vous, Mohamed Gharn, à un moment donné, la question de vous dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans la vie de mal pour que, quand j'ai des moments d'apaisement dans ma vie, tout vient se retourner comme ça? Est-ce que c'est ça qui vous a donné cette force extraordinaire? Tout ce qui m'est arrivé depuis mon enfance, depuis ma naissance, c'est-à-dire bon, les coups à répétition, je vous ai dit, les Rangers... Mais vous n'avez pas vu le soleil jusqu'à l'âge de combien? 6 ans? Non, 5 ans. 5 ans. 5 ans, parce que le jour où ma mère adoptive, qui m'a remis à l'orphelinat à l'âge de 14 ans, vient, alors chez les nourrices, quand une femme veut venir adopter un enfant, on pouponne les enfants, oui. On les arrange, faire, oui. Bon, ouais. Alors on leur met des beaux habits. Alors moi, ce jour-là, on m'avait mis des beaux habits, et au lieu de regarder mes habits, déjà je ne marche pas. Jusqu'à l'âge de 5 ans, je commence à marcher. Pourquoi? Parce que déjà recroquevillé dans ce placard, vous n'avez pas, en prison, vous avez le droit de marcher un petit peu, faire les 10 mètres ou les 20 mètres. Moi, je n'avais ni les 10 mètres ni le demi-mètre. Alors bon, je ne pouvais pas marcher. Ce n'était pas une question de maladie, c'était une question de se mettre debout et de marcher. Oui, d'espace, vous n'avez même pas l'espace de vous lever ni de marcher. Alors, les enfants, il y avait de très beaux garçons, très belle fille qui était assise. Oui, parce que cette nourrice avait en charge plusieurs enfants. Plusieurs enfants, parce qu'elle avait, je crois, 12 enfants. Je me rappelle très bien, parce que quand il y avait, je crois que c'était la Noël, où elle était française, cette femme. Quand elle faisait manger les enfants, et elle faisait la bûche ou le sapin de Noël, moi je me rappelle très bien, comme aujourd'hui, que la table était haute et que j'étais assis par terre le jour de la fête, et je me rappelle que juste un visage passait au-delà de la table et me regardait si j'avais mangé mon bout de pain et on me jetait quelque chose par terre. Bon, comme un animal. Voilà, ça me faisait plaisir quand même comme un animal, mais au fond de moi, je me rappelle cette enfance, ça me faisait plaisir de manger ce bout de pain et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais la valeur du pain et la valeur de l'eau et la valeur du manger. Et quand je suis sorti de ce placard est venue la dame qui venait pour m'adopter, une jeune Algérienne, et elle est arrivée, les enfants étaient tous bien habillés, et moi je marchais, je rampais par terre. Alors au lieu de regarder mes beaux habits, il y avait une fenêtre qui me faisait face. Vous attirer. Qui m'attirait. Elle était pleine de lumière, cette fenêtre. Puis je me disais, moi, dans ce placard, je vois que du noir, j'ai une lampe jaunie au-dessus de ma tête, et allons voir, qu'est-ce que c'est que cette fenêtre? Et
la dame est rentrée avec l'assistante sociale, venant voir les enfants, tout ça. Elle commençait à regarder les enfants sur le lit. Et moi, je cherchais à travers pour voir la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y avait à travers cette fenêtre? Et quand je vois, chaque fois que je m'approche, la lumière s'éblouit encore plus fort. Et je dis, c'est quoi? C'est comme maintenant un spot et on regarde et on dit, ah, mais c'est quoi cette lumière qui est forte? Et la dame est restée perplexe, puisqu'elle a oublié tous les enfants qui étaient sur le canapé, et elle vient vers moi et elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Mais je lui dis, c'est quoi? Je ne sais presque même pas parler. Je ne sais pas parler. Je suis comme un enfant délaissé. Ni j'apprends à lire, ni parler, Vous ni étiez rien du tout. à la limite de l'état de ce qu'on appelle un enfant sauvage. Voilà, un enfant sauvage. Moi, je me rappelais, on ouvre le placard sous l'escalier, on me met la gamelle en aluminium de pommes de terre. Je sais que j'ai mangé que des pommes de terre. Et je sais que je faisais tous mes besoins sur moi. Elle me sortait, elle me lavait, elle me donnait une belle fessée pour que je ne puisse pas faire mes besoins sur moi. Bon, c'est passé, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas gardé de séquelles sur ce problème. Bon, mais quand j'ai dit à la dame, je lui ai dit, c'est comme ça, c'est quoi? Mais elle m'a dit, c'est le soleil. C'est quoi le soleil? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois un enfant qui me pose une question, même si elle est un peu bête, même si elle est un peu... j'aime l'écouter, et quand il me pose une question, j'essaie de lui expliquer comment et pourquoi, parce que les enfants sont toujours curieux. Alors, heureusement. Je lui pose la question et je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, c'est le soleil. C'est quoi le soleil? Pourquoi il est chaud? Pourquoi c'est chaud? Chaque fois qu'on s'approche, c'est chaud. Et la dame est restée perplexe. Elle a dit tout de suite à l'assistante sociale, elle lui a dit, c'est lui que je veux. Et 30 ans après, je pose la question à cette dame, même quand j'ai rencontré ma vraie mère, je lui pose cette question, je lui dis, mais pourquoi tu as laissé tous ces beaux enfants d'Algérie, qui n'ont ni père, ni mère, ni rien du tout, tous ces beaux garçons aux yeux bleus, ça se voit que c'est, bon, peut-être des enfants de viol, peut-être des enfants, mais des beaux garçons. Et moi, tout chétif, qui fait mes besoins sur moi, qui est ma grosse tête, mon petit corps chétif, pourquoi tu es... Pourquoi ce choix? Elle me dit, presque elle me disait, mais elle me l'a dit cela, elle m'a dit, j'ai vu dans ton regard une histoire que je ne connaissais pas, je ne savais pas, mais tu avais un vécu. Tu venais de quelque part. À cet âge-là. À cet âge-là. Tu venais de quelque part. Et c'est vrai, effectivement. Le jour où elle est venue m'adopter, elle m'a ramené de beaux habits, elle est venue avec civilisée, je ne savais pas ce que c'était la civilisation. Elle est venue avec du parfum, je la sentais, je la humais. Je voulais savoir, mais... Et quand je sortais, elle me sortait la première fois avec son mari dans la rue, je me rappelle, c'était au chemin des Crêtes au Golfe, je sortais dans la rue, je regardais les magasins, c'est quoi ça? Je regardais les gens marcher, c'est qui? J'avais peur des gens, c'était vraiment doucement, doucement. Il y a eu une rééducation, c'est comme si quelqu'un se cassait le pied et on lui disait, il faut faire de la rééducation pour réapprendre à marcher. Et moi, il a fallu une rééducation qui a duré quand même 6 ans, je pense, parce qu'on me disait que j'étais un enfant précoce. J'apprenais très vite. Alors, je dirais, ce qui est terrible avec vous, Garde, quand on lit votre livre, c'est qu'on se dit, bon, parce que c'est vrai qu'il tire les larmes des yeux, hein, c'est évident. On se dit, bon, ça y est, enfin, il s'en sort. Voilà, cette dame qui vient avec son mari, qui sont beaux, c'est vrai, qui sont bons, qui sont intellectuels, aristocrates, qui ont un train de vie, etc. On se dit, ouf, porte de sortie. Ça y est, je m'en sors. Garçon. Oh là là. Et puis, bon... non, déjà que le placard est parti, c'était déjà pas mal. Bon, on se dit, ça y est. Et puis, vos parents adoptifs décident de venir en France, s'installer, très exactement au Bourget. Et puis là, ben non, on dirait que rebelote, la roue retourne à l'envers. Tout change. On est en 1965, ça veut dire 5 ans après. Nous allons au Bourget, nous habitons dans les bars HLM, à l'extérieur de Paris. Excusez-moi, juste une précision pour ceux qui nous regardent, c'est que vos parents adoptifs sont algériens. Oui, ils sont algériens, tout à fait. En 65, ils sont algériens. Ils décident comme on dit, d'émigrer en France. Et donc, évidemment, on va s'installer
tout simplement. Tout va bien. Ça Alors va très bien, les premiers mois vont très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une femme qui travaille, un homme qui travaille, il faut ramener à manger à la maison, tout ça, je ne sais pas. On me dit, voilà, tu vas aller à l'école. C'est quoi l'école? On me dit, c'est là où tu vas apprendre à écrire, à lire, à... Bon, j'étais un petit peu, disons, à l'école, les Français, parce que c'est comme si c'était un déracinement. Alors, on m'emmenait d'ici. Déjà, je ne parlais pas bien. Oui. Ma grand-mère adoptive m'apprenait l'arabe. Je commençais un petit peu à parler arabe. Quelque temps après, on se retrouve au Bourget. Je me retrouve dans une société qui m'est étrangère. Totalement, ouais. Totalement, dans la langue, dans la culture, dans La façon de vivre. dans la façon de vivre, dans tout cela. Et je me retrouve face à une école avec des enfants. Alors quand je vous dis 65, ça fait tout bonnement 3 ans qu'on est indépendant. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie est bien ancrée dans l'esprit. C'est encore chaud dans les C'est mentalités. encore chaud, Bien sûr. voilà, dans l'esprit des gens, comment ça s'appelle, des Français et des enfants aussi. Oui. Et des enfants, parce que vous savez, quand on est en famille, que ce soit en France ou en Algérie, on discute, on parle de tout ça. Les enfants sont en train de jouer. Mais vous savez, les enfants, même quand ils sont en train de jouer, non, ils enregistrent. sont en train d'enregistrer. Oh, oui. Bon, alors quand je rentre dans cette école, on me dit, alors, comment vous vous appelez? Alors, on me présente. Alors, les élèves, levez-vous, nous avons un nouvel entrant. Comment vous vous appelez? Alors, je regarde la maîtresse. Ça veut dire quoi? Comment vous vous appelez? Elle me dit, ton nom? Bon, je vais doucement, je lui dis Garn, et après elle me dit, et votre prénom? Je lui dis Mohamed. Oh là là, c'était la catastrophe. Alors là, c'est comme si j'avais dit un gros mot. Elle me dit, asseyez-vous. Alors je m'assis, tout ça, je passe les premières semaines, tout ça, je suis tout seul dans la cour. J'ai peur de sortir dans la cour. Ouais. J'ai envie de rester sur mon pupitre, à attendre que les enfants reviennent de la cour et viennent s'asseoir pour que personne ne me pose de questions. Je descends, et là, les enfants viennent m'entourer, ils me disent alors, Félaga, alors, ton père a tué mon grand-père, mon frère, tel, tout ça. mon grand... Mais je me dis, mais dans quel monde je suis? Mais ce que j'ai fait encore une fois, le placard, comment ça s'appelle, la France, le déracinement, bon. Je monte à la maison et j'en parle à ma mère. Je ne peux pas en parler à quelqu'un d'autre. Et je lui dis, maman, voilà, quand je vais là-bas, ils me frappent, les enfants me frappent. Je rentre avec le tablier déchiré. Et quand j'arrive à la maison, je dis, maman, voilà ce qu'on m'a dit, fais la gare, je ne sais pas quoi, tout ça. Elle me dit, laisse tomber, continue, tu es ici pour étudier. Tu as la chance que d'autres enfants n'ont pas. Je suis resté toujours dans ce domaine. D'autres enfants n'ont pas. Mais moi, j'ai envie d'étudier. J'ai envie d'apprendre. Mais pourquoi m'accuser, moi, qui n'a pas envie... la sérénité, oui. Voilà. Alors que 3 ans d'indépendance, ma mère et mon père adoptif qui vivent en France se font tout petits parce que eux aussi, ils sont un petit peu gênés par cette guerre, alors ils se font tout petits pour avoir un emploi, discret. pour avoir discret. Ils me disent ne fais pas d'histoire. Alors des fois, fais pas de vagues. Ne fais pas de vagues. C'est encore chaud. Des fois, je viens avec l'œil gonflé. Parce que là, pendant l'école, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, vous avez malheureusement, après, vous en tombez carrément malade. Vous avez des crises de noctambulisme. Total. Vous êtes totalement déphasé. Ce qui aurait pu être un heureux moment où vous auriez pu avoir des jeunes camarades. Ah oui, absolument. Etc. Non, mais je vais vous raconter. Non, mais attendez, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Juste. Alors, je suis arrivé, je crois, au bout de 3 mois, 4 mois, il y avait une fille qui s'asseyait à côté de moi en classe. Pour vous dire qu'est-ce que c'est un arabe, un Algérien qui, bon, la guerre, tout ça. Et il y avait une fille qui s'appelait Elisabeth. Et pour la première fois, je suis tombé amoureux. C'est magnifique. Tout bêtement. Oui, bah c'est les émois de l'adolescence. Voilà. Non, oui. même pas l'adolescence. Même pas l'adolescence. Oui. Une fille à côté de moi. Et elle était toute gentille. Alors, j'ai osé lui parler. Je suis sorti dans la cour, on m'a tabassé. Parce que je n'ai plus parlé à cette fille. C'est terrible. C'est terrible.
Mais c'est-à-dire, au fur et à mesure, maintenant que j'ai 50 ans, je me dis, bon, c'est vraiment... j'en ai passé des moments avec. Et additionner à ça, rentrer à la maison, ne pas trouver son père, sa mère, qui cherche du travail et tout ça. Alors, oui. Alors, et se retrouver jusqu'à 1h, 2h du matin voilà. à attendre. Voilà. Alors, parce que là, vous êtes encore Alors, plus je suis déphasé. encore dans un placard, mais plus vaste. Voilà. C'est un appartement. Vous êtes dans un appartement, mais vos parents, évidemment, c'est difficile dans ces années-là, hein, Bien de sûr, trouver du absolument. travail quand on est immigré. Donc, il faut bien faire bouillir la marmite, comme on dit. Absolument. Mais vous êtes un jeune garçon qui rentrait de l'école où c'est une épreuve, Ouais. dans une maison totalement vide. Vide. Personne n'est là pour Ou vous seul un oiseau. Voilà. Vous avez votre seul ami, c'est un oiseau en roche. Voilà. Hein, Disons en cristal, c'était un paon. C'était un paon. Vous dites roche dans le livre, Voilà, alors ça doit être ça. certainement un oiseau transparent, Voilà, parce que transparent, lumineux, c'est ça. qui vous rappelait peut-être quelque part la luminosité du soleil que vous aviez découvert à l'âge de 5 ans. Pardon. Et là, bon, à part en fait compte... Non, excusez-moi, c'était un oiseau qui était à l'intérieur aussi d'une chambre. oui. Alors moi, je suis dans un vaste appartement au lieu d'un placard, mais cet oiseau était dans un placard lui aussi. Il était dans une chambre, et cette chambre était pleine de livres. Ça veut dire littérature, un oiseau tout seul, moi qui ne connais pas, sais pas lire, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans ces livres, je ne peux pas. L'oiseau est tout seul, et mon père adoptif me dit: tourne où tu veux dans cette maison, mais fais attention, ne rentre pas dans cette pièce, car l'oiseau va me dire ce que tu as fait, ce que tu as fait dans cette chambre. Et moi, j'ouvre ce bureau. Je ne sais pas s'il y avait un trésor, ou j'ouvre ce bureau pour regarder ce magnifique oiseau qui était au milieu de cette pièce, Qui trônait. et qui trônait et qui n'avait pas peur, qui était là à me dire n'aie pas peur. Alors, comme si je communiquais, moi et lui, pendant ces heures. Complicité. C'était une complicité. Et doucement, doucement, j'ouvre cette porte. Au fur et à mesure, doucement, 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 je me retrouve à l'intérieur de cette pièce. Et je commence à le caresser, à le regarder, à regarder les livres. Après, un enfant est curieux. Je regarde un petit peu par terre, un petit peu dans les... qu'est-ce qu'il y a? Et mon père, j'ai su bien après que mon père me laissait un fil blanc. Bon, mon livre, je vais vous le dire, il y a 10% de ma vie. Alors moi, je suis en train de vous raconter plus de 10%. Il me mettait un fil entre la porte et... Ah oui, pour savoir si vous étiez rentré ou pas. Est-ce que je suis rentré ou pas? Alors c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que vous avez... vos parents adoptifs ont quand même un relationnel, parce que malheureusement il nous faudrait plus que 10 heures pour raconter tout le détail de votre vie, Mohamed Garab. Hein, c'est dommage. Mais j'espère bien vous revoir dans une autre émission, dans un autre numéro de l'émission, parce que j'ai l'impression que même ces parents adoptifs qui auraient pu être cette porte de secours vous réenferment dans un autre monde, parce que non seulement ils vous laissent seuls, ils savent très bien ce qui se passe à l'école, pas grand soutien psychologique. Hein. Au contraire, ils vous disent calme le jeu, fais-toi petit, tais-toi. Mais en plus, eux-mêmes, ce couple s'entre-déchire d'une façon terriblement violente. Hein. Alors j'assiste à des scènes vraiment... quand vous parliez de l'école et qu'on me disait fais la gare, tout ça, elle me disait fais-toi tout petit, n'en parle pas, tu as de la chance d'aller à l'école et tout et tout et tout. Un jour, je me suis retrouvé dans l'escalier et la porte était fermée. Il n'y avait personne. Je montais chez une vieille dame que j'ai rencontrée tout récemment, qui est vieille, qui est toute vieille, qui s'appelle Madame Zarbe, qui était très gentille. Elle m'accueillit chez elle. Elle avait des petits-enfants, tout ça. Et un beau jour... je monte les escaliers, je trouve la porte fermée, je ne peux pas rester dans l'escalier, je monte chez Madame Zarbe. Et Madame Zarbe me fait tout de suite un sandwich où il y a du beurre et du jambon. Je mords, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais ni la religion ni rien du tout. Je mange le morceau le morceau de pain avec le jambon et ma mère arrive 10 minutes après. Mon fils descend. C'est pas Mohamed ou... Non, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire Mohamed. Mon fils est là, vous pouvez me l'envoyer? Merci madame. Je descends avec mon sandwich de jambon. Je rentre à la maison, mais je me prends une de ces gifles.
Elle me dit, mais comment tu peux manger du jambon? Mais moi, dans mon cœur, je me disais, mais comment je me fais gifler dans l'école et on me dit, fils de Falaga, et tu n'es même pas venu me défendre? Où est? Que dois-je comprendre? La religion, la guerre, quoi? Totalement déphasé. Totalement déphasé. C'est incroyable parce que ça a été pendant toute une très grande partie de votre vie où effectivement vous allez être curieux, savoir connaître la vie. Et puis chaque fois que vous mettez les pieds dans je dirais, ce qu'on appellerait un nouveau monde, hein, non seulement personne ne vous soutient, à part un rare moment, et d'ailleurs vous dédiez le livre aussi à un ami. Un ami, oui, qui m'a fait. À vous, qui vous a énormément soutenu, mais même ses parents adoptifs, même, qui vont carrément vous abandonner à un moment donné, totalement. Vous êtes livré à vous-même, vous allez commettre des petits larcins, des petits forfaits, mais ensuite, ça va aller être un peu plus grave, vous allez être marin. Je ne peux pas détailler, d'ailleurs, ah oui, il n'y a pas à détailler. J'ai fait presque le tour du monde, alors vous savez. Il n'y a pas à détailler parce que oui. on laisse le soin, encore une fois, je rappelle que Lettre à ce père, qui pourrait être vous, de Mohamed Garn, pardon, Garn, excusez-moi, on peut le trouver donc à la librairie et au siège de l'Union des écrivains algériens, hein, que bientôt, Inch'Allah, il sera réédité en Algérie, qu'on pourra le trouver à travers tout le territoire national. Mais ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment donné, personne ne répond aux questions essentielles que vous posez que vous posez, que n'importe quel adolescent, enfant ou même homme, hein, se pose. Sur ce qu'il est, je m'appelle comme cela, qu'est-ce que je fais ici? Personne ne vous répond et on vous dit toujours presque, tais-toi et fais comme cela. Ah oui, oui, c'était une obligation. Tais-toi et fais comme ça. Et puis à un moment donné, évidemment, il y a révolte. C'est logique. Il y a une révolte. Mais vous m'avez parlé de comment ça s'appelle, de la violence conjugale. Ouais. C'est la violence conjugale qui m'a mené à la violence. À la recherche, à la violence, à tout cela. Pourquoi? Parce que j'assiste à notre rentrée de France, quand le couple éclate. Ils viennent ici en France. La mère est d'une famille d'aristocrates. Le père est d'une famille de imams et de théologiens. Et comment ça s'appelle Oui, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, moi, j'assiste à une scène. Oui, vous la racontez. Oui. Mon père, nous habitons au Golfe et nous habitons au 20e étage. Mon père est mort, parce que sa femme veut le quitter. Il l'apprend, il veut essayer de la jeter du 20e étage. Ouais. Et je viens du côté de la fenêtre et je lui dis, papa, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Alors, je suis toujours de violence en violence. Et il la jette comme si on jetait, je ne sais pas quoi, il la jette. Comme un sac de pommes de terre. Comme un sac de pommes de terre. Et c'est là que commence, pas sa violence à lui, mais ma violence à moi. Alors, comment êtes-vous arrivé, moi je le sais, hein, mais je voudrais que vous puissiez nous le dire, puisque je le sais à travers votre livre, hein, ouais. par rapport à vos confidences personnelles. Comment vous arrivez, quand on a 16 ans, quand on 16-18 ans, quand on a vu tant de violence, quand on a été battu, enfermé dans sa plus tendre jeunesse, quand on a été mis au banc de la société quand on est à l'école, par ses jeunes camarades, quand je dis camarades, c'est entre guillemets, bien évidemment, hein, qu'on est traité de félaga, etc. Comment peut-on, à un moment donné, arrêter ce cycle de violence? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Avant d'arriver à ça, ça veut dire que j'ai été déraciné d'ici, en France. Alors, je parle arabe et je parle français. Quand je reviens en 1974, j'ai dans mes bagages une langue française. Oui. Une langue française. Je connais de la France le général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, auquel on fait référence dans tous les livres. Voilà. Je connais Louis XIV, Louis XVI, Marie-Antoinette, etc., et tout ça. J'arrive ici en Algérie, je parle français et on me dit « Oulid Romia ».
le fils de la Française. Vous voyez à peu près? Je ne suis pas accepté là-bas et je ne suis pas accepté ici. Parce que j'avais mes cheveux longs, j'avais quand même un peu le teint aussi quand même un petit peu français de là-bas. Alors on me dit les migrés. On me parlait comme ça veut dire Oui. comme si Rejeté. voilà, rejeté par la société. Et c'est comme ça que je me suis dit, je crois que la violence ne sert à rien. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire, à être plus, comment ça s'appelle, plus attentif à mon histoire. J'étais en quête d'identité. J'étais en quête d'identité. Parce que depuis mon enfance, je disais à ma mère, mais dis-moi, ma mère adoptive, dis-moi qui est ma mère? Elle me dit, ta mère est morte. Oui, c'est ça. Ma mère, quand je la rencontre, ma mère biologique, quand je la rencontre 28 ans après, elle me dit, mais où étais-tu? Je suis passé à l'orphelinat et on m'a dit, tu es mort. Parce que moi, j'étais dans un état où elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Elle rentrait en psychiatrie, elle restait un mois, elle re-rentrait en psychiatrie. Alors, moi, de cela, j'en ai tiré de l'amour et comment ça s'appelle? Et je voulais construire, c'est-à-dire me reconstruire et reconstruire ma mère et comprendre mon histoire dans l'apaisement, dans l'amour. Et je pense, quand vous me dites, vous auriez pu passer l'arme à gauche. C'est vrai. Oui, oui, mais y compris physiquement. Une histoire comme ça, je vous dis sincèrement. Je suis algérien, tout d'abord. Je suis algérien. Je suis français par le crime. Je suis français parce que c'est l'histoire, c'est mon histoire. Mais je suis français, bon, parce que je vis en France. Et ce n'est pas une histoire contre les Français, non, pas du tout. Ni contre la gouvernance actuelle, pas du tout. C'est l'ancienne gouvernance, c'est les pouvoirs spéciaux. Voilà, ça c'est une autre chose. Mais moi, j'ai écrit ce livre pour expliquer, mais pourquoi en est-on arrivé là? Doucement, doucement. Il fallait que j'écoute ma mère. Il fallait que je cherche mon histoire à moi à l'orphelinat quand j'étais vice-président de l'association des pupilles d'État. Regardez mes papiers, d'où je venais, qui suis-je? En quête d'identité. C'est une quête d'identité, ce livre. C'est une quête d'identité. Mohamed Garde, malheureusement, il ne nous reste plus que quelques minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais que vous nous donniez les mots de la conclusion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lettre à ce père qui pourrait être vous. C'est paru aux éditions Jean-Claude Lattès, mais encore pour ceux qui nous regardent, on peut le trouver, l'acquérir au niveau du 88 rue du Douche-Mourad à l'Union des écrivains algériens. Vraiment, je voudrais juste... Voilà, parce que vous avez apporté quelques... C'est comme si on faisait des gâteaux et on va parler juste de quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez apporté je vous ai raconté que très rapidement, parce quand je suis rentré dans la grotte où ma mère vivait, gisait entre les morts au cimetière Sidi Yahya, je suis rentré et je suis resté, bouleversé par la scène quand j'ai rencontré ma mère. Je l'ai trouvée par terre, gisante par terre, et j'ai trouvé ceci qui m'a donné l'envie de continuer mon combat. C'est le cadre du martyr Bengoucha Abdelkader, dit el Fartas, qui est mort dans la Wilaya 4, sous les ordres du colonel Youssef el-Khatib, qui était un ami à lui, et du commandant Azzeddin. Voici. Et j'ai trouvé ce drapeau qui m'est cher. C'est un drapeau de la guerre. Il vient du champ de bataille. Il vient directement du champ de la dernière opération française qui s'appelle l'opération Chal, qui, entre-temps, il y avait les pourparlers entre le général de Gaulle et les 22 du GPRA. Allahumma arham al-mu'minin al-mu'minat. Et comment ça s'appelle? Et j'ai trouvé ce drapeau qui... Il n'est pas carré, il n'est pas bien étendu, mais regardez, c'est juste pour vous montrer. Regardez, il est déchiré, il est comme si il vient directement du champ de bataille. Voilà, c'est le drapeau du champ de bataille. C'est quelque chose. Et toucher le tissu, ce n'est pas le tissu d'aujourd'hui. Vous voyez, on dirait qu'on a voulu le tirer, on a voulu le. Vous voyez. Alors, Bengoucha Abdelkader était. Voilà, Bengoucha Abdelkader est mort pour l'Algérie, pour que l'Algérie soit libre, mais aussi, je voudrais aussi, et calmement et gentiment, dire à la France que Bengoucha Abdelkader était volontaire en 1939 jusqu'en 1941 pour repousser l'armée nazie
en France et qu'il a été blessé et retourné en Algérie. Voilà. Merci mille fois. Tfadal. يعطيك الصحة بارك الله. Allah yakhlik. Mohamed Garn, merci vraiment mille fois. C'était une très grande, magnifique émotion. Et encore une fois, votre ouvrage, Lettre à ce père qui pourrait être vous, est aussi et avant tout un immense hymne à l'amour et à votre patrie et à votre mère. Je vous laisse le dernier mot. Excusez-moi juste une chose, c'est vraiment cher pour moi. Je ne demande rien pour moi, c'est parce que je suis bon. C'est que je voudrais que quand même le ministère des Anciens Moudjahidines pense un petit peu à ma mère qui est seule, qui est vouée à elle-même et qui est loin de moi. Et c'est pour ça que 11 ans après, je l'ai vue il y a 5 jours. Et c'est Madame le ministre de la Culture, qui s'appelle Khalida Toumi, qui a été très gentille avec moi, qui m'a invité au Salon du Livre. Tout à fait. Et qui m'a invité à l'hôtel Horaci et qui a regroupé la veuve et l'orphelin. C'est-à-dire moi et ma mère, et on a passé 5 jours fabuleux, moi et ma mère, dans cet hôtel, mais je voudrais qu'on trouve une solution pour que ma mère ait une maison décente et qu'elle vive ses derniers jours tranquille. Message passé, Mohamed Je vous remercie beaucoup. Merci mille fois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lettre à ce père qui pourrait être vous. Et puis je fais une annonce un peu à tous les libraires à travers le territoire national. Vous pouvez trouver, il y a une certaine quantité d'ouvrages qui se trouvent à l'Union des écrivains, donc au siège de l'Union des écrivains algériens. Alors si vous passez à Alger, vous pouvez prendre quelques ouvrages afin que le livre puisse être disponible à travers surtout lu, lu. Voilà. Disponible, mais avant qu'il soit lu, il faut qu'il soit disponible à travers toutes les bonnes librairies de l'Algérie. Merci encore, Mohamed Garn. Je vous remercie. Lettre à ce père qui pourrait être vous. Revenez très vite nous revoir en Algérie. Espérons. Et puis, encore une fois, je sais, et je parle au nom de toute l'équipe de Expression Livre qui ont trouvé eh bien, vos paroles, votre combat d'un immense courage et d'une émotion magnifique, extraordinaire. Et je profite pour, au nom de toute l'équipe d'Expression Libre, saluer Mère Courage, c'est-à-dire votre mère, Monsieur Garn. Merci encore. Je vous remercie. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Excellente fin de soirée sur votre chaîne Canal Algérie. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous.